Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ma première interview sur cette chaîne et j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Régis Bruno qui nous a écrit ce magnifique ouvrage « Préserver l'innocence des enfants ». Et c'est à l'occasion de cet ouvrage paru chez les éditions du Bien commun, des éditions bien courageuses, nous pourrions dire, que nous nous sommes rencontrés puisque le docteur Régis Bruno parle également du problème posé par les orientations données de l'OMS quant à l'éducation sexuelle des enfants. Alors bonjour docteur Régis Bruno, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes pédiatre et pédopsychiatre, les deux à la fois. Je vous dis bienvenue et je suis sûre que les auditeurs seront ravis de vous entendre. Bonjour Ariane Bidran, merci effectivement de bien vouloir me présenter et de me donner la parole au cours de cette émission. Je suis maintenant médecin en retraite de mon activité clinique, mais je continue à m'intéresser à ma façon maintenant à la situation des enfants et à leur bien-être, on va dire, tout simplement. J'ai donc une formation, je suis issu, moi, d'une famille immigrée italienne en France nombreuse. Je dis ça parce que le milieu italien, c'est un milieu où on aime bien les enfants. Voilà. La famille et les enfants, c'est important. Voilà. Et j'ai fait mes études à Paris parce que, bah, évidemment, mes parents faisaient partie de l'immigration italienne à Paris pour trouver du travail. J'ai donc fait mes études à Paris, études générales au collège, au lycée, et puis ensuite mes études de médecine. Et l'intérêt pour les enfants a été d'emblée évident pour moi dès mes premiers stages. J'ai compris que je ne ferais pas de la grande médecine scientifique, mais que la médecine à côté humain, alors ça m'intéressait beaucoup. Je peux le dire a posteriori, j'étais fait pour ça. Voilà, j'ai eu une très belle carrière professionnelle. Et très vite, je me suis aperçu en m'intéressant aux enfants, hein, j'ai fait une carrière donc d'interne et de chef de clinique dans les hôpitaux de Paris et à la faculté de médecine de Paris. Je me suis aperçu, c'était assez courant à l'époque, qu'un pédiatre, et ça l'est toujours, hein, mais c'était encore plus courant et plus facile, on va dire, dans la réalisation des études au cours de l'internat et du clinica, de faire une surspécialité à la pédiatrie. C'est-à-dire qu'il y avait des pédiatres qui étaient au niveau, quand on était dans le milieu hospitalier, des pédiatres qui étaient pédiatres et cardiologiques, ça faisait des cardiopédiatres, pédiatres et ça faisait des neuropédiatres, etc. Et moi, je me suis intéressé tout de suite parce qu'on était à un tournant, hein, je vous parle des années, allez, on va dire entre 75 et 85. On était à un tournant de la médecine des enfants. On était tout contents, on les sauvait des déshydratations, on les perfusait, on les sauvait des méningites, on faisait un tas de trucs presque miraculeux. Et puis tout d'un coup, sont arrivés dans les services des adolescents qui faisaient des tentatives de suicide, qui des fois même y réussissaient, qui avaient des pathologies psychosomatiques graves, des anorexies mentales. Et là, dans le milieu de la pédiatrie, ça nous tourne boulet. Hein, on n'arrivait pas à comprendre ça. Hein. J'ai le souvenir des premières années de très bons médecins, très bons pédiatres, très humains qui étaient complètement déboussolés devant des jeunes filles, des jeunes adolescentes qui avaient des troubles du comportement alimentaire, des anorexies, jusqu'à leur donner une paire de claques pour qu'elles se remettent à manger. Donc ça a été un tournant. Oui, ils étaient confrontés à des choses. Voilà, les infirmières étaient complètement déboussolées par les tentatives de suicide. Elles ne comprenaient pas. C'était difficile. Et j'ai compris qu'il y avait un tournant. Voilà ce qui m'a orienté vers la pédopsychiatrie, mais j'ai toujours fait ensuite une carrière, on va dire, de neuropsychiatrie infantile, une spécialité qui existe en Italie et qui a toujours existé. C'est-à-dire que la séparation entre le corps et l'esprit de l'enfant, ça ne me semblait pas très pertinent. Voilà, donc je me suis beaucoup intéressé aux pathologies du développement et puis à la psychosomatique. Et du coup, en faisant ça, j'ai été amené à faire pendant ma carrière, qui s'est déroulée essentiellement outre-mer, mais dans l'outre-mer, il y a aussi la Confédération helvétique, c'est de l'autre côté du Léman, et j'ai été amené à m'intéresser, enfin à faire des expertises
d'enfants ayant été victimes d'agressions, et en particulier d'agressions sexuelles, y compris des plus petits, en sachant qu'en fait, c'était le milieu judiciaire cherchait des experts, parce qu'en fait, c'est très prenant, c'est un travail très pointu, parce qu'il faut très bien peser tous ces mots dans nos expertises, dont les avocats nous discutent, et très mal payé, hein, pour être clair. Donc, je m'y suis intéressé parce que vraiment, ça m'intéresse. Parce qu'on se retrouve face à des situations humaines tragiques. C'est important aussi de parler de la charge psychique du psy expert. Hein. Alors, un point pour terminer. Donc, ils étaient tellement, ces juges, à la demande de médecins psychiatres experts, que, évidemment, moi, je voyais les enfants pendant les procédures. Hein. Quand je parle d'enfants, c'était enfants depuis des enfants très jeunes, de quelques années, jusqu'à des adolescentes, hein, de 15, 16, 17 ans. Je n'étais pas le seul, d'ailleurs. J'avais un collègue avec qui on travaillait ensemble et avec lequel nous avons fait des publications là-dessus. Mais il fallait aussi voir, et c'est dans ce contexte-là que j'ai été amené à rencontrer des adultes ayant commis ces agressions sexuelles, et c'était tous après des procédures pénales, hein, donc c'était pas, je veux dire, c'était du lourd, si on peut dire. Hein. Il y en a beaucoup qui passent en fait à côté parce que ça ne va pas jusqu'à des procédures pénales pour diverses raisons. J'étais amené à voir les adultes au moment où, après avoir purgé leur peine de prison, on demandait un avis psychiatrique pour savoir quelle était la dangerosité, c'est comme ça qu'on dit banalement, hein, quelle était la dangerosité de la personne avant qu'on la libère. Alors, quand je dis la personne, c'était des hommes, hein, je crois que j'ai vu deux femmes. Hein. Ouais. Oui. Ce que je trouve très intéressant, docteur Bruno, c'est vos différentes spécialités qui nous donnent finalement une expertise assez pointue de ce qu'est le développement de l'enfant, à la fois au niveau psychique, à la fois au niveau physiologique, dans son caractère psychomoteur. Et c'est ce que j'ai énormément apprécié dans votre livre. C'est finalement vous donner des éléments très concrets pour distinguer, on va dire, le développement sensoriel de l'enfant de la sexualité qui n'existe pas dans l'enfance. Et on va bien voir que c'est une confusion désastreuse qui est aujourd'hui donnée de la sexualité de l'enfant. On voit des colloques sur la sexualité du bébé. Enfin, on nage en plein de délires pervers. Et aussi également les distinctions que vous faites entre donc, sensorialité, sexualité, plaisir et sexualité. Tout plaisir n'est pas sexualité, ça c'est quand même très important aussi de ne pas faire cette confusion. Et également, vous parlez de la distinction entre l'organe et la fonction, et le fait que la sexualité nécessite des prérequis qui doivent être acquis dans l'enfance pour qu'elle puisse émerger à l'adolescence. Donc, je dirais, quand j'ai lu votre livre, j'ai eu la sensation de retrouver un bon sens fondamental. Vous parlez d'innocence des enfants, alors que moi, je me suis fait attaquer par des universitaires français m'expliquant que, parce que je parle d'innocence des enfants, c'était un vieux truc ringard, voilà. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien, je dirais, et je pense que ça sera le cas aussi de tous les lecteurs. C'est pour ça que je voulais faire connaître votre livre. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de quelques éléments fondamentaux à comprendre et à bien intégrer sur justement ce développement de l'enfant, quel est en fait ce développement et pourquoi en fait il n'a pas accès à la sexualité tout simplement? Alors, j'ai oublié de vous préciser quelque chose, mais vous m'avez tendu la perche, c'est un bon sens de père de famille. Hein. Je veux dire, dans ma spécialité, quand on est, voilà, quand on a soi-même des enfants, je suis même maintenant grand-père, ça donne aussi, puis quand on a des enfants, ben on voit aussi d'autres enfants, hein, les amis des enfants, on va au jardin d'enfants, tout ça. Donc voilà, donc c'est aussi, je ne vous parle pas que de pathologie, j'ai aussi des références de la vie quotidienne. Alors, je vais dire les choses simplement et de manière, alors
Que ça soit ringard ou pas, peu m'importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité du développement des enfants. Hein. On m'a souvent reproché ça, hein, que j'ai eu beaucoup de mal à faire publier cet ouvrage, parce que c'était, on ne va pas refaire la sexualité, enfin les pruderies dans tant longtemps, on dirait. Hein, voilà. Bien sûr que c'est pas ça, je veux dire, et que on puisse avoir une aide au moment de la préadolescence, je le dis d'emblée, qu'on puisse avoir une aide pour les familles, pour les préadolescents, pour les adolescents, pour les aider à avoir une vie affective et sexuelle, et je mets toujours les deux en même temps, qui les rendent heureux, bah bien sûr, en tant que père de famille et en tant que médecin des enfants, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais faire démarrer ça dès la naissance, puisqu'en fait, c'est ça qui est. Voire, dans mon livre, je montre même qu'on peut nous dire que ça commence dans le ventre de la maman. J'ai une petite citation, hein, que dès dans l'utérus, le petit garçon est en érection et qui se prépare au plaisir. Ça m'a fait sourire, mais enfin, ça fait rire un peu jaune parce que, voilà. Hein, alors donc, le développement de l'enfant, on va y revenir, ça serait bien le seul secteur du développement de l'enfant où tout serait présent et serait déjà en fonction, on va dire, dès la naissance. Je m'explique. Dès la préparation, par exemple, on va dire, de la respiration, elle se met en place dès la naissance, mais juste avant, l'enfant, il ne respire pas, hein, dans le ventre de sa mère. C'est bien juste la difficulté. Il va passer, enfin la difficulté, le changement pour lui. Ils sont bien préparés, les enfants, de passer d'un milieu liquide à un milieu aérien. Ça, déjà, ça montre que ce n'est pas pareil avant et après la naissance pour beaucoup de choses. Et dans le développement, vous avez très bien dit, avoir un organe ne veut pas dire qu'on a la fonction. Les enfants naissent avec un sexe, on est d'accord, et c'est comme ça qu'on identifie leur genre pour l'état civil, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a en fait que l'étude du cariotype très précis qui peut déterminer, quand on a un doute à la naissance, c'est uniquement l'étude du cariotype, hein, dans les chromosomes, qui peut donner exactement le sexe ou la difficulté à identifier le genre d'un enfant. Mais je vais faire plus simple. Un enfant, il naît avec des jambes. On ne dit pas qu'il marche. Il gigote avec les jambes. Et plus tard, il va marcher à quatre pattes avec ses jambes, mais on ne dit pas qu'il marche. On dit qu'il marche quand il marche de manière autonome. Un enfant, il naît avec une langue, avec des cordes vocales, avec des oreilles, avec tout. On ne dit pas qu'il parle. Il va d'abord babiller, par exemple, et il ne parle que quand on a vraiment un langage et une communication et un langage qui permet qu'il communique avec les personnes qui l'entourent, que ce soit avec des adultes ou que ce soit avec d'autres enfants. Hein. C'est évident que, par exemple, entre bébés, il y a des communications, mais ce n'est pas dès la naissance. Et il y a avant la présence de la fonction, on va dire, en voie de maturité ou mature, il y a ce qu'on appelle des prérequis. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne pourrez pas avoir de langage si vous n'avez pas de communication. C'est la difficulté, par exemple, que rencontrent les enfants autistes qui n'ont pas forcément spontanément, enfin, c'est même pas forcément, ça fait partie des difficultés fondamentales des enfants avec autisme, d'avoir des difficultés à se mettre en communication. Si vous n'êtes pas en communication avec quelqu'un, un bébé, s'il n'y a pas d'abord la communication, il n'aura pas de langage. Et donc, la communication est un prérequis. Si vous ne tenez pas debout, si vous n'avez pas une force musculaire suffisante pour vous tenir debout sur vos jambes, quand vous êtes un bébé, eh bien, vous ne pourrez pas marcher. La tenue debout, c'est un prérequis de la marche, etc. etc. Voilà. Voilà. Il faut bien préciser que, comme vous le dites dans votre livre, la sexualité, elle émerge à l'adolescence avec la survenue d'hormones. Donc, tout ça, c'est plein de bon sens. Et que donc, les prérequis de la sexualité, ça n'est pas du tout une sexualité. Et les prérequis de la sexualité, c'est la sensorialité, justement, la musculature. Enfin, il y a énormément de prérequis que vous donnez
et peut-être vous pouvez les développer, mais ça n'est pas la sexualité, ça n'est pas l'incitation à la masturbation, ni l'enseignement sur les relations sexuelles avec pénétration à l'âge de 6 ans, comme on le lit dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Ce n'est pas ça les prérequis. Et comme vous le dites aussi, c'est très important, et vous le nommez à plusieurs reprises dans votre livre, la question de l'amour, c'est-à-dire que l'amour et la tendresse, on pourrait étendre, familiale, est un prérequis également pour ensuite avoir une vie sexuelle épanouie à l'âge adulte. Et ça me paraît très important parce que précisément, on constate que dans, on va dire, les milieux familiaux incestueux ou incestuels, ou de toute façon toute la thématique pédophile, elle évacue la question de la tendresse, par exemple. Et ça me paraît très important de bien clarifier que la sexualité, elle ne concerne pas le domaine de l'enfance, elle émerge à l'adolescence avec la survenue d'hormones, selon des âges, bon, mais qui sont aussi liés à l'individu lui-même. Il y en a qui sont plus précoces que d'autres, etc. Mais qu'enfant, on n'est pas confronté à la sexualité. Les prérequis pour avoir une sexualité plus tard à l'âge adulte sont d'un autre ordre. Peut-être c'est très important de préciser bien cela, et peut-être vous pourriez nous en dire quelque chose. Alors, j'oubliais même de préciser en fait que c'est pas cette histoire de prérequis, si on peut appeler ça comme ça pour ce dont je vais vous parler, mais même dans le domaine de la biologie, eh bien, à la naissance, l'enfant, il y a bien certains organes, mais qui n'ont pas encore le même fonctionnement qu'un peu plus tard. C'est connu, par exemple, pour le foie. Vous savez, les ictères du nouveau-né, où il y en a beaucoup qui sont une simple attente, il faut que le bébé mature son foie. C'est moins connu, par exemple, pour l'hémoglobine. Quand le bébé naît, il a une hémoglobine, qui est une hémoglobine fétale, qui va se transformer en quelques mois, qui va être remplacée plus exactement par une hémoglobine. Donc, c'est pas lié. Donc, dire que parce qu'on a un sexe, on aurait tout de suite une sexualité, ça serait exceptionnel. Voilà. Alors, effectivement, après, il y a des conflits. Pardon ? Un petit ajout, une petite question supplémentaire, justement à propos de ça. Dans ces textes, vous savez, de l'OMS, qui sont repris maintenant dans plein d'ouvrages et d'éducation sexuelle à l'école, et promus par le planning familial, il y a la question de l'érection, par exemple. Vous savez, les enfants, ils auraient des érections, ça fait partie, ou des orgasmes. Donc, selon Kinsey, c'est donc un indicateur que l'enfant a une sexualité. Alors peut-être vous pourriez nous préciser, par exemple, ce point-là très concret. Qu'en est-il des érections des enfants? Alors, on va justement, ça permet de parler de ce dont vous avez abordé, qui est une confusion entre ce qui peut être, disons que toute expression sensorielle ou toute expression motrice, et en particulier au niveau ce qu'on appelle les organes génitaux, mais qui ne seront génitaux qu'à l'âge adulte, hein, voilà, qui au niveau du sexe, ne sont pas d'expression de la sexualité. Alors, je vais vous dire quelque chose. Eh bien, toute érection du petit garçon ou de l'homme n'est pas liée à une envie sexuelle. Hein. Ça peut vous paraître aberrant, mais c'est la réalité. Je veux dire que très souvent, ce qu'on voit en particulier chez les prématurés, hein, parce que les prématurés, ils sont sortis plus tôt, et donc, ou chez les nouveau-nés, mais on le voit souvent chez les prématurés qui n'ont pas de pathologie en dehors de leur prématurité, qui sont en couveuse, etc. Quand on les change, très souvent, on les voit en érection. Et puis, ils font pipi, il faut bien diriger le jet, et puis dès qu'ils ont fini de faire pipi, il n'y a plus d'érection. Voilà. Vous avez des pathologies, le priapisme qui fleurit dans les livres érotiques, etc. C'est pas du tout une partie de plaisir pour les hommes. Hein. C'est pas du tout lié à une envie. Et ils n'arrivent pas dans des conditions sexuelles, ils arrivent dans des conditions pathologiques. Et c'est douloureux, c'est pas du tout de la sexualité, et c'est vraiment un problème.
l'idée d'être en érection pour même, je vous en ai parlé pour les petits garçons liés, enfin pour les prématurés, mais ça peut arriver aussi chez les petits garçons, hein, et éventuellement même chez les hommes, quand on est devant en particulier quand on commence plus âgé à avoir des problèmes de prostate et des choses comme ça. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'érection d'un petit garçon ou d'un homme n'est pas forcément liée à une situation de sexualité. Voilà. Oui, Et que il y a oui, oui, pardon. et que ce qu'on peut dire, c'est que la découverte des petits garçons, vous savez, les petits garçons, ils se tripotent. Voilà, les petites filles aussi, mais ils se tripotent, les petits garçons, en particulier vers… C'est très important de faire cette distinction pour que les gens soient bien clairs pour eux. Une curiosité au niveau de toutes ces parties du corps n'a rien à voir avec une masturbation sexuelle. C'est vraiment fondamental. Alors, je vais préciser donc pour bien donner, pour qu'on soit bien dans la réalité. Le petit garçon, tous les petits garçons se tripotent. Voilà, vers l'âge de 2, 3, 4 ans, ils se tripotent pour découvrir leur sexe. Ils tirent dessus, c'est élastique, on regarde ils tripotent les petites boules, tout ce que vous voulez. Ça ne les met pas en érection. En général, ça ne les met pas en érection. Et je vais même dire plus, j'ai jamais vu en dehors de cas, alors bien sûr, hein, la médecine, c'est de la médecine, il n'y a jamais de jamais et jamais de toujours. Mais je n'ai jamais vu, après 40 ans de carrière quand même, de situations où un petit garçon avait des gestes d'une masturbation d'un homme, c'est-à-dire de décaloter le gland, remettre le gland, etc., hein, des gestes de va-et-vient, sans qu'il y ait eu une histoire avant qui n'était pas de son âge. C'est-à-dire, soit il avait vu quelque chose, soit on l'avait masturbé. Ça, oui, ça, j'en ai vu. Et après le petit garçon qui a été masturbé, alors là, il peut le faire de lui-même. Mais ça, déjà, c'est un signe qui doit alerter des parents ou un médecin. Voilà. Hein. Et donc, le petit garçon, il se tripote. Voilà, il explore, il tire dessus, il sait voilà tout ce qu'on veut, mais il n'a pas une geste de masturbation. J'ai eu la même chose, j'en parle un tout petit peu dans mon ouvrage, avec des petits garçons qui se faisaient des fellations en moyenne section de maternelle. Hein, et donc il y en avait un qui avait vu quelque chose, je ne vais pas aller plus loin beaucoup. Alors je n'ai pas fait beaucoup de descriptions. Souvent on me dit mais pourquoi tu n'en as pas décrit plus? Ben, d'abord, je trouvais ça ça me gênait de décrire ces choses malsaines. Je ne veux pas donner d'idées à des gens qui ne seraient pas forcément dans la même disposition d'esprit. Et puis, en fait, pour terminer, les missions d'expertise ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas un dossier médical comme un dossier médical. La mission d'expertise, on ne doit répondre qu'aux questions que nous pose le juge. On n'a pas d'autre chose, on ne doit pas faire état d'autre chose. Hein, répondre à d'autres choses qui n'ont pas à voir dans la mission. Ça, c'est l'avocat de la partie adverse qui pourrait nous le reprocher. Et le dossier ne nous appartient pas. Le dossier appartient à l'entité judiciaire qui nous a mandaté. Mais en plus, je ne voulais pas en mettre, ça me semble beaucoup. J'en donne quelques-uns comme ça pour donner quelques-unes très vagues, mais c'est volontairement que c'est très vague, pour donner des idées. Mais voilà, ça donne un exemple d'idée. Et bien sûr qu'ils ont une sensorialité, c'est sensible. Hein. Les organes, toute cette zone des organes sont sensibles. Ça se voit aussi chez les petites filles. Les petites filles, elles explorent leur vulve. Voilà. Elles explorent le clitoris, qui est un endroit très, très sensible. Mais quand il y a vraiment un geste de masturbation clitoridienne, ça doit beaucoup alerter. C'est très peu probable que la petite fille l'ait trouvé par elle-même. C'est pareil au niveau vaginal. Je parle clairement, hein, voilà. Voilà. C'est-à-dire que les petites filles, ça arrive souvent à un pédiatre, enfin, ça arrive à un pédiatre d'avoir à retirer. Alors, maintenant, c'est plutôt. Alors, il y a des gynécopédiatres, des fois c'est des gynécos. Enfin, il faut quelqu'un qui a l'expérience des enfants quand même, un médecin de retirer une petite perle, un trombone. Qu'est-ce que j'ai retiré du vagin des petites filles? Il faut le retirer sans les élimènes, sans lui faire mal, etc. Parce que de temps en temps, ça leur arrive qu'elles s'enfilent quelque chose dans le vagin. Mais ça, c'est assez de la sensorialité, c'est de l'exploration du corps d'une petite fille. Si elle y introduit des objets qui auraient, qu'on pourrait dire comme un substitut phallique, là, non, il faut être très, très alarmé. Voilà. Et ça montre bien la distinction qu'il y a entre la sensorialité et la sexualité. Alors, si vous me le permettez, je vais même donner un exemple de ça
à contrario chez un adulte. Ça m'est arrivé non pas au cours d'une mission d'expertise, mais dans mon travail de médecin du Centre Ressources Autisme d'Île-de-France à Paris. On nous avait sollicité pour un adulte qui avait comment dire ça pour que ça soit clair, de grosses difficultés au niveau rectal, et des difficultés et des comportements qui mettaient sa jeu en vie, parce que ça induisait des saignements. Et tout de suite, évidemment, on nous avait... alors, il avait déjà été opéré 2 fois par les chirurgiens pour ça, pour essayer d'éviter ce comportement. Et on venait nous voir pour nous demander de prêter un éducateur, parce que dans les jours qui suivaient les opérations, il recommençait, lui, son comportement, et les opérations, ça faisait tout, ne servait à rien, parce qu'il les forçait d'emblée, quoi. Il faisait éclater les sutures. Et tout de suite, l'idée qui avait été dite, mais c'est un comportement sexuel, etc. Alors en fait, si on demandait à l'équipe qui s'occupait de cet adulte, qui était un adulte sans langage, j'ai oublié de préciser, il était dans une institution, mais voilà, sans langage, mais pour le reste, avec une vie et des possibilités de communication, cet adulte avait une masturbation propre à lui, autonome, efficace, dans le sens où elle amenait à une éjaculation. Donc, j'en ai parlé avec d'ailleurs une de mes collaboratrices, enfin, qui n'est pas au CRAIF, mais avant, avec lequel j'ai rédigé les aspects sensoriels et moteurs de l'autisme. Et parce que c'est un autre, s'occuper d'enfants ayant des troubles du développement, ça aide à faire la distinction entre la sensorialité et la sexualité, à bien comprendre le passage au moment de la puberté. Et on a dit, mais peut-être qu'en fait, ce n'est pas ça qu'il cherche, peut-être qu'il cherche quelque chose au niveau du ventre, de l'abdomen. Parce que pour faire le comportement, il avait une contraction importante de l'abdomen. Et on a mis en place, grâce à un kiné, alors, vous voyez, là aussi, c'est en équipe, enfin, je veux dire, il faut être plusieurs à réfléchir des fois dans des situations difficiles. Grâce à un kiné fin, qui a compris, qui a fait des vibrations, etc., le comportement de cette personne a immédiatement, enfin, dans les jours, s'est arrêté. Et c'est son père qui était venu nous voir pour dire que, au secours, quoi. Voilà. Donc là, on voit bien dans cet exemple qui est chez un adulte qu'il y a une différence quand même entre la sensorialité, même si ça se passe dans les zones basses, on va dire, entre la sensorialité et la sexualité. Voilà. Et chez l'enfant, alors chez le petit, c'est clair, quand il se touche, etc., et quand il s'explore, il regarde comment l'autre fait pipi, il s'est intéressé par le pipi, le caca et tout ça, pas par les objets sexuels. Oui, mais c'est voilà, très... si je réponds à peu près. Oui, mais c'est très important à préciser. Donc, les prérequis pour avoir une sexualité adulte épanouie s'inscrivent davantage, moins dans des compétences techniques comme elles sont données par l'OMS, avec la matière enseignée de sexualité dans les standards, où il est question d'enseigner les identités de genre à 4 ans. La masturbation sexuelle infantile, c'est un enseignement, faut dire quand même, voilà. On nous dit, mais vous n'avez pas bien compris. On a très bien compris. On vient de répondre à la question. Il n'y a pas de masturbation au sens sexuel du terme dans l'enfance. Et s'il y en a, c'est la manifestation de transgression sexuelle infantile. Et d'ailleurs, elle devient compulsive. C'est ça qu'il faut expliquer aussi aux gens. C'est que ce sont des masturbations sexuelles compulsives qui sont l'indicateurs de transgression sexuelle infantile. Donc tout ça, c'est extrêmement logique et important à rappeler. Dans les prérequis, je crois aussi qu'il y a en fait tout ce que vous rappelez sur l'imitation, c'est-à-dire que l'enfant, il limite aussi ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est très important parce qu'il n'y a pas un comportement qui va naître chez l'enfant comme ça, de nulle part. Et ça me paraît très important aussi parce qu'on va avoir dans finalement la question de qu'est-ce qu'on transmet ou pas, quels exemples on donne ou pas, et aussi à un moment donné vous rappeler, et ça me paraît aussi très très important, que Freud par exemple avait bien montré que finalement l'infraction, en fait, que la sexualité adulte commettait une infraction chez l'enfant
traumatiques, de type traumatique. Hein, donc, c'est important de rappeler, puisqu'on nous cite toujours Freud pour nous dire que c'est à la base de ces textes. Mais non, en fait, puisque Freud nous a bien expliqué que tout ce qui était de l'ordre du registre de la sexualité adulte, c'était quelque chose de très effractif pour l'enfant. Et ça, je vous le rappelais aussi, et je crois que c'est très important. Ce sont des univers différents. Il y a aussi qui sont de différence de nature, c'est-à-dire que la transition, elle se fait à l'adolescence. Et il y a aussi quelque chose qui m'a énormément intéressée dans votre livre, c'est la question des mots, parce que en fait du vocabulaire, parce que dans toute cette éducation sexuelle à la sauce Kinsey aujourd'hui qu'on nous vend, on nous explique qu'il faut que l'enfant utilise les bons mots. Alors on va l'utiliser, je vais donner une émission comme ça à France Culture, la verge, la vulve, le pénis. Il y avait un éducateur sexuel qui allait enseigner le viol aux enfants de 6 ans et qui témoignait en fait sur France Culture dans une émission. Et finalement, vous dites que c'est très important que l'enfant il garde son imaginaire, justement, qu'on ne vienne pas le perturber sur la reproduction des bébés avec des choses trop crues, comme on peut avoir des témoignages, qu'on a montré des accouchements dans des classes et des choses comme ça par vidéo, qu'on ne doit pas le perturber finalement avec une vision trop réaliste et trop mécaniste de la sexualité, et que c'est très important qu'il puisse se faire ses propres représentations avec son propre vocabulaire qui va évoluer en fait au fil de son développement psychique, et que les adultes finalement n'ont pas à intervenir là-dedans, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez... Alors, faut être clair, c'est-à-dire que de toute façon, les mots pour lui, dans les premières années, ne vont pas avoir la signification que leur donnent les adultes. Parce que, alors je vais vous donner, c'est quelque chose que je reprends dans mon livre et qui, très souvent, on voit alors, il n'y a jamais la chose unique. C'est valable pour le viol agressif, le viol des femmes. Je veux dire que le viol les femmes, elles peuvent se faire violer une fois par quelqu'un qui les attaque sauvagement, etc. Mais dans la pédophilie, c'est jamais le cas, en fait. Il y en a qui se défendent comme ça, oh, c'était l'erreur d'un jour. C'est presque toujours répété. Enfin, dans toutes les situations que j'ai vues, c'était répété. Et que l'enfant supporte ça. Mais pourquoi supporte ça? Souvent, des fois, pendant longtemps. Et je l'ai vu plusieurs fois, des petites filles qui supportent ça. Alors, parce qu'en plus, elles sont prises après dans une histoire. Au début, c'est une séduction perverse, c'est-à-dire que c'est très clair que les pédophiles utilisent des moyens de l'enfance. Ils ne séduisent pas les enfants avec des histoires sexuelles, ils les séduisent avec des bonbons, tout ce que vous voulez, des objets, des petits cadeaux. Des objets, des petits jeux, tout ça, ou quand c'est quelqu'un proche de la famille, c'est les petits câlins comme je t'aime, etc. C'est a priori. Et puis eux, ils ont une idée tout à fait sexuelle en tête. Donc des fois, les gamins et les gamines se trouvent complètement pris parce qu'après, quand ils se rendent compte que ça va pas, ils disent si tu le dis à tes parents, c'est toi qui vas être pris en faute, etc. Et voilà, avec cette histoire aussi, c'est toi qui m'as séduit, c'est toi qui m'as montré ta culotte, etc. Et tout. Voilà, voilà. Et des fois, les enfants supportent ça parce qu'en plus, alors il faut être clair, ils y trouvent un certain plaisir. Pour eux, voilà, la petite fille qu'on masturbe ou le petit garçon qu'on masturbe, eh ben, ils y trouvent un plaisir. Voilà, voilà. Et entre autres parce que ça reste pour lui dans le domaine du jeu. Et puis arrive un moment où l'enfant comprend mieux. Mais quand je dis un moment, j'en ai vu qui, pendant, je sais, vers 8-10 ans, où des petites filles qui prennent conscience qu'en fait, elles commencent à avoir une conscience de ce que va être la sexualité. Elles n'ont pas encore les hormones, mais il faut dire quand même que chez les petites filles, ça survient plus tôt maintenant. La puberté, c'est en moyenne vers 11 ans. Donc, elles commencent à comprendre la nature, parce qu'avant, elles ne peuvent pas la comprendre parce qu'il n'y a pas de sexualité. Donc, quand on parle de verge, de sexe, etc., voilà, ça va. De toute façon, l'enfant, il ne va pas comprendre de quoi on parle. Je veux dire, il va le mettre à un autre niveau. Et le niveau, à ce moment-là, c'est plutôt pipi, caca, etc. Et tout. Donc, on lui parle d'un fait pipi. Et puis, il faut rester avoir bien conscience que les enfants, ils sont
à l'âge de la pensée magique. Les petits avant 6-7 ans, ils sont à l'âge de la pensée magique, ils ne sont pas à l'âge de la pensée rationnelle. Et vous pouvez mettre des kilos de pensée rationnelle par-dessus, c'est une histoire développementale. Vous ne faites pas marcher, vous pouvez stimuler un enfant à 6 mois tant que vous voulez, vous ne le ferez pas marcher. Il marche vers l'âge d'1 an et jusqu'à 18 mois. Puis il y a des grandes variétés individuelles. C'est pareil pour le langage. Il y a un moment où l'enfant se met à parler, pas tout à fait comme son voisin. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Un enfant, il ne parlera pas à 3 mois. Voilà. Et donc, vous pouvez bien lui dire toutes des choses du langage à 3 mois. Ben non, ça tombe à côté de la plaque. Avec bien souvent des situations d'ailleurs où ça va de parler, je dirais, de vouloir devancer le développement des enfants, ça les met dans des situations difficiles. Oui, je pense qu'il faut tout à fait qu'on précise très clairement pour les gens la question du plaisir dans les transgressions sexuelles. Hein. Il est très clair qu'un viol d'enfant ne procure que de la douleur. Là, je crois qu'on parle de situations où il y a une confusion induite par le pédophile entre la sexualité et la sensorialité, et il va l'utiliser pour abuser l'enfant et le transgresser davantage. Et le problème, c'est que ce plaisir sensoriel, qui n'est pas sexuel, qui peut être sensoriel comme des chatouilles d'ailleurs, hein, peut occasionner du plaisir sensoriel, eh bien, le problème, c'est que ça va créer un nœud de culpabilité chez l'enfant. Et on en a des témoignages qui va dire, mais je ne peux pas parler, il ne comprend pas où s'est situé l'abus. Et même chez l'adulte, hein, qui a pu vivre des situations comme ça extrêmement ambiguës, parce qu'en fait, il y a tout un panel de transgressions sexuelles chez l'enfant, on va dire, des climats qu'on appelle incestuels, à évidemment des viols extrêmement traumatiques et sadiques. Et ce panorama, il est aussi important, je pense, de le voir, parce que finalement, tout le côté incitatif de l'enfant, par exemple, à regarder des images pornographiques, le côté incitatif, voilà, il peut même avoir, lui, une certaine sensation euh, intéressante, on va dire, de faire quelque chose dans un jardin secret derrière le dos des parents. Ça va être utilisé par le pédophile, par exemple. Et donc, cet abus, l'enfant ne le voit pas. Et au départ, ce qui va être fait pour l'appâter, effectivement, est toute une gamme de plaisirs sensoriels, donc du petit cadeau, des bonbons, de tout ce qui est l'univers de l'enfant, de ce plaisir sensoriel qui n'est pas sexuel. Et ça va créer une grave culpabilité parce que l'enfant va avoir l'impression d'avoir participé à cette situation. Et c'est ce qui va aussi souvent créer du silence. Et moi, souvent, alors aujourd'hui, on entend parler de pédocriminalité. Je voudrais faire un petit point et avoir votre avis aussi là-dessus. Moi, je préfère garder le terme pédophile parce que je comprends qu'on insiste sur le crime pédophile, mais en fait, la pathologie, elle consiste à dire qu'ils aiment les enfants. C'est ça leur pathologie, en fait, parce que ils ne les aiment pas. Et comme on va dire, zoophilie et pathologie, elle est précisément dans le fait de revendiquer cet amour qui, en fait, n'en est pas un. Ce n'est pas un amour d'enfant, ça c'est clair que non. Et la pathologie, elle réside là-dedans. Elle réside dans cet amour supposé et revendiqué. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on a une confusion entre pédophilie et violence. En fait, la violence, elle est psychologique avant toute chose, avant d'arriver à la transgression sexuelle. C'est pas, il y a des tarés qui font ça, bien sûr, des psychopathes qui vont attacher, qui vont être dans une violence d'emblée. Mais ce qui est compliqué à discerner, c'est toute cette panoplie d'incitation perverse et de manipulation en fait de l'enfant, qui elle en apparence est sans violence. Et c'est ce qu'on retrouve, et c'est pour ça que en fait, j'aimerais bien aussi que vous nous fassiez un petit point sur quels sont les discours qu'ont les violeurs d'enfants, finalement, pour dire que l'enfant l'a bien cherché. En fait, c'est lui en fait qui était demandeur, et puis finalement, bah, on leur a rendu service, quoi. C'est ça, hein, en gros, un discours de violeur d'enfant. Enfin, peut-être vous pouvez nous en donner ça, je pense que c'est très intéressant que les gens arrivent à distinguer ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué de le repérer, parce que le pédophile, il choisit toujours des professions qui sont aux côtés des enfants. Et souvent, on va dire que c'est le grand ami de la famille, celui qui aime beaucoup les enfants, le petit oncle à table avec qui tous les enfants vont venir jouer parce qu'il y a des modes d'appât, il y a des modes de piège, il y a des modes de séduction qui fait que d'ailleurs tout le monde est persuadé que cette personne-là adore les enfants. Voilà. Et c'est ces pièges-là, je pense qu'il faut donner aussi à voir aux gens. Je ne sais pas si vous avez mon avis.
Alors, ce que je veux préciser dans ce chat, c'est qu'il n'y a pas un pédophile et il n'y a pas une pédophilie. Hein. Je veux dire que ce qui se passe avec des enfants de 3-4 ans, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe avec des enfants de 7, 8, 10 ans, et ce n'est pas la même chose que ce qui se passe avec de très jeunes adolescentes hein, de 12-13 ans qui commencent à peine à avoir des formes féminines. Alors, chez les petits, la grande majorité, la très grande majorité, c'est pas violent. Enfin, c'est pas violent au sens de ce que des adultes, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas rien de tout ça. Il y a une séduction, mais alors ils sont très forts. Ils savent adapter la séduction à l'âge de l'enfant et à ses intérêts. Ils ne vont pas proposer des bonbons à quelqu'un qui a envie d'avoir des petites figures. Vous savez, Panini, il a pour les joueurs de football. Ils vont pas, plus tard, ils vont proposer des petits jeux informatiques, là, comment, PlayStation, etc. Ça peut être, si c'est alors, par exemple, ça peut être si c'est dans un milieu sportif, c'est des promotions dans l'équipe, dans le truc comme ça. Voilà, les films porno, etc., c'est utilisé avec des enfants plus grands parce qu'ils savent, voilà, un enfant de 8-10 ans, ils vont montrer des films porno. C'est souvent, d'ailleurs, dans ces cas-là, des gens relativement jeunes, hein, je veux dire, voilà, donc, l'adaptation de la technique de séduction, il l'adapte tout à fait à l'enfant. Hein, Oui. voilà, et au contexte familial et culturel et tout ça. Hein, c'est adapté, c'est fait. Mais ce n'est jamais une séduction au départ sexuelle. Alors, effectivement, ils vont interpréter, ils vont se justifier avec des comportements de l'enfant auxquels ils attribuent une valeur sexuelle, mais en cédant beaucoup de cette idée que les enfants ont une sexualité. C'est-à-dire que je me suis entendu dire vraiment que j'étais ringard, moi, effectivement, mais par des agresseurs d'enfants. C'est-à-dire que, voilà, mes docteurs, vous n'êtes pas au courant, les enfants, ils ont une sexualité, et nous, on leur apprend la sexualité. On est bien gentils, on ne les traumatise pas, comme ça, ils sauront, etc. Et tout. Et le genre de sexualité, bah, c'est, par exemple, vous savez, les enfants s'assoient en tailleur, hein, je veux dire, c'est tout banal, je veux dire. Voilà. Donc, chez les petites filles, bah, tant qu'elles ont une jupe, si elles s'assoient en tailleur, alors je ne dis pas qu'il faut mettre des culottes, des pantalons à toutes les petites filles, mais je veux dire, c'est utilisé. Ça, la petite fille qui s'assoit en tailleur, bah, elle a montré sa culotte. Donc, c'est une invite sexuelle. Hein, je veux dire, voilà, à quel point on est arrivé. Hein. Et c'est clairement un discours, alors il faut être clair, c'est une violence, mais une violence psychologique perverse, car il est clair que l'empathie, c'est une fausse empathie. Hein, je veux dire, et ça se voit très bien parce que dès qu'ils sont le fait d'accuser l'enfant de l'avoir séduit, ça montre bien l'absence d'empathie. Parce que s'ils étaient empathiques avec les enfants, ils n'accuseraient pas les enfants d'avoir commencé le premier. Quoi. Je veux dire, c'est quand même le comble d'accuser les enfants d'avoir. Ça montre vraiment, pour moi, c'est vraiment la preuve par 9 de leur absence totale d'empathie. Alors, je ne vous en parle pas après, dans les dégâts que ça fait dans la famille. Ils accusent l'enfant. Tu vois, ça, c'est très, très connu aussi. Si tu n'avais rien dit, parce que souvent, bah, il y a comme quand c'est quelqu'un de la famille, si c'est un oncle, un grand-père, un grand frère, un beau-père, voire même un père, eh ben évidemment, il y a un fracas de famille. Hein. Et heureusement, le fracas de famille, ce n'est pas l'enfant qui l'a produit. C'est l'adulte qui s'est conduit de manière perverse, mais ça n'empêche que c'est un des modes de chantage que les pédophiles utilisent avec l'enfant. Lui, si tu dis quelque chose, ou alors après, quand il y a eu effectivement une action juridique, hein, eh ben, ils disent c'est la faute, voyez, etc. Il y a des familles qui sont fracturées, et ça, c'est peu connu, et enfin, c'est méconnu, on va dire. C'est connu, mais c'est pas à sa juste valeur. C'est que après des histoires comme ça, ben, il y a des fractures de famille très douloureuses pour l'enfant et pour le reste de la famille. Des conflits de loyauté. Et des conflits de loyauté. Pardon ? Et des conflits de loyauté. Le conflit de loyauté, c'est un peu avant. C'est-à-dire que l'enfant, au moment où voilà, c'est tonton, c'est pépère, voilà, il est bien gentil, ou c'est le voisin. Alors, c'est clair que ces gens-là, d'ailleurs, ils sont mal supportés hein, dans les milieux carcéraux. Parce que c'est bon père, bon travailleur, bon père de famille, hein, souvent. Hein, je veux dire, quand
quand on vous interroge, c'est des gens, à part quelques exceptions, hein, qui en font la une des journaux, mais ce n'est pas ça le plus commun. C'est des gens qui, si vous faites quand il y a une enquête, évidemment, le milieu de leur travail, milieu, etc., il n'y a rien à redire. Hein, c'est les gens sont tous surpris de ce qui se Absolument, passe. Voilà. absolument. Et en vous écoutant, je réalise aussi dans ces différents types de pédophilie, il y a effectivement quelque chose qu'on pourrait appeler la pédocriminalité. Donc ça, il y a des militants qui travaillent sur ces questions depuis des années, effectivement, où c'est quelque chose utilisant le rapt d'enfants, le viol, voire différentes voilà, mises en scène extrêmement sadiques. Donc là, effectivement, on est dans quelque chose de très clairement pédocriminel qui ne revendique pas d'aimer l'enfant. Mais là, dans la pédophilie ordinaire, elle revendique ceci, et elle revendique que l'enfant a été consentant et l'a voulu. Et on voit dans les textes du planning familial et de l'OMS cette question du consentement sexuel de l'enfant. Moi, qui me fait bondir au plafond, mais il est bien clair que l'enfant ne peut, premièrement, ne pas avoir de consentement, puisque de toute façon, c'est un enfant qui n'est pas éclairé, puisque c'est un enfant, et donc il a besoin d'acquérir beaucoup d'esprit critique ensuite pour pouvoir avoir un consentement éclairé, mais il n'a pas de sexualité non plus. C'est deux termes qui sont totalement... ils ne peuvent pas être accolés à la question de l'enfance. Et c'est très problématique. Hein. Alors, ces textes de l'OMS, notamment, on a vu bon, je renvoie aux gens à mon travail, pour le coup, sur ces textes, les standards pour l'éducation sexuelle en Europe et la déclaration des droits sexuels. Ça, c'est mon livre, La posture des droits sexuels, mais il y a des vidéos sur ma chaîne là-dessus. Et en fait, de façon, sans nous concerter, avec le docteur Bruno, eh bien, nous avions rédigé nos livres en 2017. Si ce n'est que vous, en fait, vous avez cherché un éditeur, ce que moi, je n'ai pas cherché. Donc, ça a été plus rapide pour moi. Mais parce que les éditeurs, ils sont partis en courant. Parce qu'il faut savoir que quand on aborde ces questions-là, les professionnels partent en courant, ferment la porte, ils ne sont plus joignables au téléphone, ils ne sont plus joignables par mail, plus rien. Et puis, les éditeurs, c'est pareil. Hein. Donc, c'est des questions absolument taboues. Et ce qui laisse la place libre, en fait, à effectivement toutes ces infiltrations idéologiques entraînant de la confusion, comme on en a déjà vu certaines là, sur une soi-disant sexualité de l'enfant. Alors, quand vous avez lu les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, dont je rappelle qu'ils ont vocation à s'implanter dans tous les pays européens via le ministère de la Santé, déjà le cas en France, hein, depuis le 30 mars 2017, donc ce n'est pas le ministère de l'Éducation, mais le ministère de la Santé qui a un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Et on voit fleurir des tas d'ouvrages extrêmement problématiques valorisant la supposée sexualité de l'enfant, des ouvrages qui n'ont plus rien à voir avec la prévention telle qu'on pouvait la faire auparavant. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces textes de l'OMS? Qu'est-ce que ça vous inspire, sachant qu'il n'y a aucun professionnel? Je voudrais préciser quelque chose d'ailleurs en préambule, pour que ça soit bien clair. L'idée qu'on serait, que tout ce qu'on propose et ce dont on parle serait contre la sexualité, c'est totalement faux. C'est-à-dire que je pense que la manière d'aboutir à une sexualité biaisée, si on peut dire en tout cas, avec de grosses difficultés affectives et avec de grosses difficultés on va dire, à en tirer un bonheur, c'est justement de tout centrer sur la mécanique des plus jeunes âges, en plus de manière incompréhensible. Donc, ce qui compte beaucoup, c'est dans les prérequis, il y a plein de domaines, et je les développe dans mon ouvrage, il y a plein de domaines de l'enfant où on va l'aider à avoir une sexualité affective, heureuse plus tard. C'est en travaillant ces domaines-là qu'on va aider l'enfant à avoir une sexualité harmonieuse, affective, qui va le rendre heureux dans sa vie. Il faut bien être clair. Alors, pour continuer dans cette idée quand même, dans cette optique, et pour être bien précis encore sur ce qu'on appelle les prérequis, pour l'instant, au niveau, on va dire,
scientifique du développement du jeune enfant, il y a des études qui montrent effectivement qu'il y a certains domaines qui sont tout à fait importants pour une relation sexuelle et affective harmonieuse plus tard, et en particulier, c'est la clinique de l'attachement. Il y a des textes, des articles documentés qui montrent que… Alors, qu'est-ce que c'est l'attachement? Ben, c'est la manière dont un enfant s'inscrit dans la relation et avec ses parents, en particulier avec sa mère, hein, enfin avec la personne qui est, quand on dit sa mère, ce n'est pas sa mère forcément biologique, c'est sa mère qui fait le processus. Hein, je veux dire que ça se partage des fois avec une nounou, etc. Mais c'est au début, en particulier chez les mammifères, grâce à l'allaitement, eh bien, le processus d'attachement, il se fait avec la mère. Et c'est en fonction de la qualité de ce processus d'attachement de l'enfant. Il y a des descriptions d'enfants, d'attachement. Alors, on utilise des termes franglais, c'est comme ça, sécure, insécure, voilà. Bon, je rentre dans des détails de spécialistes, mais la manière, c'est très clair, c'est donc la manière dont on a établi les relations affectives, on va dire ça comme ça, avec ses parents, et en particulier avec sa mère, qui est un processus d'ailleurs qui est indispensable au bébé pour qu'il ne se mette pas en danger, pour qu'il soit nourri, pour qu'il soit réchauffé. Hein, le processus d'attachement, c'est en fonction de la qualité de ces processus d'attachement, enfin, ce n'est pas en fonction directement, mais que la qualité de ces processus d'attachement joue un grand rôle dans la qualité des processus de vie en couple à l'âge adulte, quand on a, à partir du moment où on a une sexualité. Ça, c'est le seul domaine. Hein, on n'a jamais montré que d'apprendre aux petits-enfants, on se demande ce que ça va donner d'ailleurs, pour ceux qui malheureusement le subissent, on n'a jamais montré, et d'ailleurs, Anna Freud, la fille de Freud, qui s'occupait beaucoup d'éducation et de psychanalyse, n'a jamais dit qu'il fallait éduquer les enfants à la sexualité, les petits. Hein. On n'a jamais montré que d'éduquer les enfants avec des termes techniques et tout ça, hein, anatomo-physiologiques, ça les aidait à avoir une bonne sexualité. Moi, j'attends aussi qu'on dit dans ces textes dans ces directives de l'OMS pour les enfants européens qu'il faut des choses scientifiquement montrées. Ça n'a jamais, tout ce qu'ils proposent n'a jamais été scientifiquement montré. Excusez-moi, il faut que je mette Oui, tout à fait. le courant, parce que j'ai ma batterie qui baisse. Tout à fait. Je crois que même on a une distinction qu'ils veulent absolument faire dans leur grand concept assez étonnant de santé sexuelle, c'est précisément éliminer l'attachement, l'amour et la tendresse de la sexualité pour que ça ne devienne que des pratiques sexuelles extrêmement banalisées avec n'importe qui, n'importe quand. Voilà, on nous donne, le ministère de l'éducation, pour le coup, dans le site où on s'exprime, donne un certain nombre de positions sexuelles à pratiquer. Donc, on voit bien que c'est une conception extrêmement mécaniste et désubjectivée. Et c'est aussi un grand danger. Et incitatif, puisqu'il est question… donc, c'est cette question de supprimer l'attachement et l'amour, alors que c'est, je crois, le grand intérêt de la sexualité, hein, c'est de pouvoir avoir une rencontre d'amour. Enfin, je ne sais pas, moi, mais les gens qui ont vécu les deux, une sexualité sans amour et une sexualité avec amour, en général, ils savent ce que c'est, la différence. Ça. Et pour l'OMS, apparemment, ça n'existe pas. C'est une différence… plus on a de partenaires, mieux c'est, tout en nous disant qu'il faut se protéger des MST. Plus on a de partenaires précoces, mieux c'est, et de façon précoce, mieux c'est. Et finalement, plus on va explorer une conception extrêmement mécanique du vivant, quoi, de comblage de trous, mieux c'est. C'est un petit peu ça, quoi, de ce que moi j'en ai compris et retenu, avec des incitations, bien sûr, à plein de pratiques sexuelles qui peuvent être extrêmement dangereuses sur le plan même anatomique, hein, il me semble. Voilà. Dans des trucs sadiques. Ouais. Si je peux aller juste un petit peu plus loin, quand on regarde, quand on s'intéresse un tout petit peu, ce n'était pas mon domaine, vous savez, on se spécialise de plus en plus.
Et en général, on a des domaines d'intérêt de plus en plus importants et quand on veut faire des soins et des aides, ben, on essaie que entre gens qui s'intéressent dans une discipline, à pas tous courir tous les lièvres à la fois, les mêmes lièvres, on se partage un peu les domaines d'intérêt. Donc, je ne suis pas un spécialiste de l'adolescence. Mais pour résumer, mais je vois un peu quand même. Et quand on voit quelle est la pathologie de ce dont souffrent les adolescents et les jeunes adultes, il y a un point commun à tout cela, la solitude. Alors, il n'y a pas qu'eux qui se sentent seuls, mais il y a un déterminant qu'on retrouve de manière constante dans les souffrances psychiques de l'adolescent et du jeune adulte, que ce soit le suicide, que ce soit les troubles du comportement alimentaire, que ce soit les toxicomanies, et ça, malgré les réseaux sociaux, eh bien, c'est la solitude. Et s'ils sont très tant intéressés aux réseaux sociaux, etc., c'est bien parce qu'il y a ce sentiment de solitude et ils essayent de se raccrocher. Mais d'avoir 372 000 amis sur Facebook, ça ne fait pas un vrai ami, ça. Voilà, et ça, c'est vraiment ça. Et le fait qu'on veuille disparaître. Alors, le mot amour, on n'a plus le droit de dire le mot amour. Moi qui étais un adolescent et que je dois avoir resté très romantique, alors ça. Ah non, je suis pas là. Non, non, non. Mais si avec moi que ça perturbe, ça serait vraiment peanuts, comme on dit, ça serait rien du tout. Mais le problème, c'est que je vois bien que ça fait souffrir les jeunes. Voilà. Oui, moi j'ai reçu quand même pas mal de témoignages de jeunes adultes témoignant avoir reçu cette éducation sexuelle actuelle qui n'a encore une fois rien à voir avec ce que moi j'ai reçu petite, je crois qu'on était ados, ils ont dû nous montrer le préservatif, puis on pouffait tous de rire en classe et puis c'était terminé. Et puis ça a dû durer 2 heures. Et là c'est caractère incitatif et ils en sont traumatisés, c'est-à-dire qu'ils expliquent même que ça a été un choc parce que c'est fait de façon prématurée, c'est fait en groupe, donc il n'y a aucun respect de la pudeur et de l'intimité. Et puis, il y a des images aussi qui sont diffusées. Alors, je prends des exemples. Il y a maintenant, aujourd'hui, il y a le nouveau lobby qu'il faut montrer les adultes, le corps des adultes nus. Je l'ai vu, ça, j'ai des références que je vais mettre sous la. Je vous entends pas bien. Il faudrait mettre le corps il faudrait montrer aux enfants à l'école le corps des adultes nus, comme ça ils sont bien au courant de l'anatomie ou encore des accouchements voilà, en direct. Ceci traumatise les enfants, c'est très clair. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient faire effraction parce que l'enfant n'est pas prêt. Et encore une fois, il n'est pas prêt, même à l'adolescence, il n'est pas forcément prêt et surtout pas du tout prêt en groupe. Enfin, c'est totalement voilà, donc moi, je trouve qu'il y a aussi cette question qui revient dans les standards de la sexualité, une matière pédagogique. Qu'est-ce que vous en pensez pour les enfants? Alors, d'une part, je suis quand même, en tant que père de famille et en tant que grand-père, je suis quand même un peu plus qu'étonné, enfin, très inquiet sur le fait qu'on ne parle pas, ce n'est pas destiné aux parents. Et Non, toute cette éducation, c'est scolaire, obligatoire dès le plus jeune âge. on n'en a Donc, rien à faire de l'autorité parentale. clairement, c'est clairement fait pour enlever tout rôle éducatif aux parents. Or, dans un domaine où ils sont quand même les premiers concernés, c'est quand même aux parents de donner leur avis. Mais là, il n'y a pas, on leur demande pas leur avis, voilà, c'est vraiment. Et donc, c'est vraiment enlever un rôle. Quel est le rôle des parents pour l'enfant? Mais c'est un rôle de protection quand même, surtout quand ils sont jeunes. Et quel est le but des parents? C'est pas de les garder dans leur protection, mais protection pour que ça soit des adultes autonomes, heureux le plus possible, etc. Enfin, le rôle des parents, c'est pas de garder les enfants dans une boîte à chaussures avec du coton. Non, mais c'est aux parents d'avoir voilà. Alors que effectivement, les parents, c'est quelque chose qui est difficile pour eux, parce que
ils ne savent pas très bien comment s'y prendre. Alors pour les pères, c'est encore plus difficile. Et puis il y a un côté qu'il faut dire, c'est qu'ils ont, alors en plus maintenant, comme il faut être des parents parfaits, etc., ils ont peur d'aborder un domaine où ils ne seraient pas à la hauteur, hein, surtout en concurrence avec tout ce qui est fait à l'école et sur Internet et tout ça. Donc les parents ont très peur d'aborder ce sujet. Donc qu'on aide les parents, bien entendu, ou même qu'il y ait certains parents, je vais vous dire très rapidement, qu'on aide certains parents à faire ce que des professionnels aident des parents à faire ce qu'ils ont du mal à faire et qu'on les guide, etc., et qu'on fasse même en partie avec leur adolescent ce qui est à faire, bien oui. Alors, j'en parle en connaissance de cause, puisque je travaillais pendant un moment dans un CESAD pour enfants et adolescents avec autisme sans déficience intellectuelle, sans avoir besoin sans protection plus particulière, et qui étaient dans des établissements scolaires, collèges, lycées. Voilà. Alors, quand on s'occupe d'autisme, qu'est-ce qu'on fait avec en particulier les enfants, les adolescents, mais en particulier avec les préadolescents et adolescents, pour les aider? On fait des groupes de compétences sociales. C'est-à-dire qu'on leur apprend, on essaye qu'ils se rendent compte des rapports sociaux habituels, parce que sinon ils se mettent dans des situations invraisemblables et ils se font harceler. Hein, voilà, c'est des enfants qui sont très susceptibles d'être très fragiles face au harcèlement. Et donc, on essaye de leur donner, c'est des petits groupes hein, de 5-6 gamins, avec en général 2 adultes, c'est souvent une psychologue, une éducatrice, etc. Donc, vous imaginez la situation. C'est un groupe avec 5-6 gamins, des adolescents de 15, 16, 17, 18 ans, et pour travailler avec elles, c'est une psychologue, une éducatrice, le plus souvent. Alors, il faut dire qu'il y a presque plus d'hommes dans ces milieux-là. Moi, souvent, j'étais le dernier des Mohicans, hein, c'est-à-dire le dernier monsieur, le dernier docteur, quand je suis parti à la retraite. Alors, on apprend les compétences sociales. Mais qu'est-ce que c'est pour un adolescent? Parce que d'être avec un autisme, ça ne vaccine pas contre la puberté. Hein. Il y a la testostérone qui circule. Okay, donc, qu'est-ce qui intéresse un gamin de 15, 16, 17 ans, même s'il a des difficultés du registre de l'autisme? Eh bien, c'est les filles. Hein, voilà. Et dans ces groupes, il y a, pour vous donner un ordre d'idée, là, dans les groupes, il y avait souvent, la proportion, c'est une ou deux filles pour 10 garçons. Donc, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui intéresse les garçons? C'est en particulier, sauf qu'en plus, il y a voilà, la psychologue, l'éducatrice, elles ont quelques années. Alors, l'éducatrice, elle a 3-4 ans de plus, des fois un peu plus. La psychologue, elle est un peu plus âgée, mais c'est quand même une jolie fille. Il y a un moment où il y a une confusion. Donc, on est venu me chercher en me disant, comme ça, Régis, au secours. Je ne dis pas ça pour me passer de la brillantine, mais ça devenait très difficile pour ces femmes d'avoir à faire des compétences sociales. Comment faire pour cette fille, elle me plaît, comment je vais faire, hein? C'est pas parce qu'on est autiste qu'on ne doit pas avoir des affections, etc. et des envies amoureuses, etc. Bien sûr. Donc, il faut que tu fasses un groupe avec les garçons alors on appelait ça le groupe des Don Juan, et donc pour aborder ces choses-là, quoi. Et donc, bien sûr et les parents étaient très contents qu'on aborde ça a été fait bien sûr avec l'assentiment des parents, ce n'était pas obligatoire. Il n'y a pas eu de parents qui nous a dit non, on ne veut pas, ils nous ont dit au contraire, ah oui, merci de nous aider. Et on faisait, et en accord avec ces garçons, je faisais enfin, c'était un certain nombre de séances, 6 ou 8, et en fin de ces séances, eh bien, on faisait, en présence des garçons, une réunion avec les parents, en restant très pudique, bien évidemment, sur qu'est-ce qu'on avait abordé, ce dont on avait parlé, tout ça, etc. De façon à ce que les parents ne se sentent pas exclus non plus, tout en préservant la pudeur des enfants, des adolescents. Bien sûr que donc, voilà. Mais je vous ai parlé d'enfants, de garçons de 15, 16, 17 ans. Alors, je peux vous dire qu'il y en a un certain nombre qui avaient eu évidemment des cours d'éducation sexuelle au cours moyen ou au collège, et que ça ne les avait pas vraiment aidés. Hein, je veux dire, parce que ça tombe.
Absolument. Parce que ça ne tombait pas au bon moment de leur développement, parce que ça n'allait pas, quoi. Voilà. Ça n'était pas en adéquation avec le développement de ces enfants. Et puis, je crois que la pudeur est quelque chose de fondamental également à respecter. C'est très Bien sûr. choquant. C'est très choquant, ces textes, puisqu'il est vraiment question de supprimer l'autorité parentale dans ce domaine. Il est bien écrit en fait que c'est obligatoire et il y a des pays où les parents se sont fait sanctionner pour refuser que leurs enfants aillent à ces cours d'éducation sexuelle. Or, un État qui se met contre les parents, en supposant que tous les parents sont maltraitants, parce que ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a toujours le raisonnement pervers de dire c'est l'exception qui va confirmer la règle. Il y a un cas de maltraitance, alors c'est valable pour tout le monde, etc. Et on va maltraiter tout le monde pour un cas. Et c'est toujours ces raisonnements-là. Oui, il y a une fille qui est tombée enceinte à 10 ans. Alors maintenant, il faut parler à tous les enfants de primaire de ce que c'est que la reproduction et la grossesse, etc. Donc cet argument de l'exception pour... en fait, on légifère à partir de l'exception. C'est très problématique. Dans ces cas-là, d'ailleurs, on devrait légiférer pour tous les milieux. Hein. Absolument. Milieu scolaire, milieu sportif, milieu spirituel, tous les milieux. J'ai vu des situations, moi, dans tous les milieux. Hein. Donc, je peux même vous dire, alors, parce que ça me fait sourire, mais quand j'étais en 6e, on avait un prof de dessin, par exemple, qui s'amusait à mesurer si on arrivait à faire, parce qu'il faisait aussi du patinage et je ne sais pas quoi, il mesurait la distance qui restait quand on faisait le grand écart entre. Voilà, donc alors à l'époque, nous, on était des garçons déjà un peu titi parisien et tout ça, on l'a renvoyé de manière, on l'a chahuté, quoi. Et puis voilà, c'est tout. Donc ça s'est terminé là, hein. Enfin pour nous, hein, voilà. Mais donc, il y en a dans tous les milieux, je veux dire. J'en ai vu en milieu sportif, j'en ai vu en... Voilà, donc si on tient ce raisonnement-là, du cas qui fait la loi, les gosses, on les reste bouclés dans leur chambre, hein, et puis personne ne rentre dans leur chambre. Dans leur chambre. Et en plus, il y a aussi l'autre argument, c'est puisqu'on est une société, je vais le résumer comme ça, puisqu'on est une société hyper sexualisée, autant qu'ils sachent très tôt de quoi il en retourne. Puisqu'ils vont avoir... Il y a l'argument inverse. Sur Internet. Alors, alors enseignons-leur la pornographie. Donc, tous ces arguments, en fait, sont des arguments non protecteurs de l'enfant. Je crois qu'à partir du moment où on se pose contre, les parents ne sont pas parfaits, c'est même intéressant qu'ils ne soient pas parfaits pour leur enfant, qui pourra les remettre en question plus tard, mais les parents, dans l'ensemble, sont les garde-fous protecteurs de leurs enfants, sauf exception. Et donc, quand l'État vient dire non, on va enseigner la sexualité à partir de la maternelle, puisque c'est de ça dont il s'agit dans les standards d'éducation sexuelle de l'OMS, enseigner le genre, l'identité de genre à partir de 4 ans, alors que l'enfant, il n'a même pas constitué. Alors, dans le texte de l'OMS, c'est même à partir de la naissance. Hein. Il y a la tranche d'âge, il y a des tableaux, hein, il y a tous les tableaux. Et dans la tranche d'âge 0-4 ans, ils vous disent découverte du corps, oui, information sur la masturbation précoce. Comment on informe un enfant sur la masturbation précoce, un enfant de 1 an ou 2 ans? Ouais, je demande à voir. À parler, qui ne repère pas et qui n'est pas du tout dans ce domaine. Tout à fait. Et même les théories sur les identités de genre à 4 ans, alors que l'enfant, il n'a pas acquis encore une idée claire de ce que c'est un garçon, de ce que c'est qu'une fille. Donc, on est en train de faire quoi, en fait? Il n'y a effectivement aucune scientificité, aucun pédopsie, aucun psychologue de l'enfant qui a été consulté pour ces textes. Et moi, j'ai démontré d'où venaient ces textes. Mais c'est extrêmement problématique qu'on les applique ainsi. Et qu'on sème le doute et la confusion, surtout chez les gens. Parce que je reçois aussi des témoignages de parents qui disent nous, on a essayé de faire ce qu'on nous avait dit de faire à l'école, de parler beaucoup de sexualité. On s'est rendu compte que notre enfant, il était beaucoup plus mal qu'avant et que peut-être on n'aurait pas dû faire ça. Parce qu'il y a de la confusion. Et cette confusion, il est important de la relever sur le plan clinique. Hein. Alors, si je peux ajouter un mot et encore se référer au développement de l'enfant. Vous savez, pendant un moment, il y avait les gauchers contrariés dans le développement psychomoteur. Mais après, on a vu les droitiers contrariés.
Pourquoi on a vu des droitiers contrariés? Ces enfants qui étaient droitiers, mais dans le développement de l'enfant, la latéralité, elle n'est pas présente à la naissance. Elle n'est même pas présente dans la première année. Et c'est vers l'âge de entre 1 an et puis 2, 3, 4 ans que les enfants, petit à petit, utilisent préférentiellement pour leur habileté et pour faire un hémicorps. Et ils commencent à se latéraliser. C'est en fait déterminé constitutionnellement de manière génétique, sauf pathologie neurologique intercurrente, mais voilà. Et qu'il y a beaucoup d'enfants qui utilisent la main droite pour faire des petits, hein, des enfants de 2 ans qui utilisent la main droite pour faire quelque chose, la main gauche pour faire autre chose. Puis un jour même, ils ont utilisé la main droite, mais le lendemain, comme ils avaient déjà quelque chose dans la main droite, bah, ils vont prendre la main gauche pour faire ce que d'habitude ils font à la main droite. Si on commence à dire, ah bah ça y est, il est gaucher, parce qu'une fois il utilisait la main gauche à la place de la main droite, et ben on aboutit à des droitiers contrariés. Et donc, il y a aussi un processus de développement et que l'enfant, il ne s'identifie à son genre que progressivement. Voilà. Voilà. Et puis, un dernier point, moi, qui me paraît très, très important. Quand on dit les parents, moi, je veux insister tout particulièrement sur la figure maternelle, sur la mère. Parce que quand il faut quand même être clair, les pédophiles, c'est vraiment, si je peux dire, une spécialité masculine. Ce n'est pas exclusif, mais c'est quand même en grande majorité des hommes. Même dans le milieu familial, je n'ai pas souvenir, alors ça peut exister, hein, je vous dis, mais c'est très exceptionnel. Je n'ai pas fait la revue de la littérature, je suis un clinicien, moi, je ne suis pas un grand scientifique intellectuel, et je pense que la clinique en ce moment, les cliniciens expérimentés, ils n'ont peut-être pas tellement le voix au chapitre autant. C'est les grandes études, vous savez, machin, etc. Donc, je n'ai jamais rencontré, ni aucun de mes collègues rencontré. Il y a des abus par des hommes intrafamiliaux, hein, y compris même, ça peut paraître aberrant, mais par des pères biologiques et des pères de famille. Mais je n'ai jamais vu d'abus, et je n'ai jamais entendu parler d'abus intrafamilial par une mère. Voilà. Je ne suis pas, ne vous inquiétez pas, je sais que c'est un peu dans le vent en ce moment, que les femmes sont à la pointe. Je ne veux pas leur mettre une charge supplémentaire, quoi que ce soit, mais la figure la plus protectrice d'un enfant, celle qui est le plus immédiat et qui est directe, c'est la mère. Et c'est la manière de savoir, la manière dont c'est la qualité des relations entre une mère et son enfant qui fait qu'elle va sentir tout d'un coup qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Tiens, voilà ce que vous disiez, hein, c'est-à-dire que ce que vous disiez pour les enfants auxquels on a fait des cours d'éducation sexuelle. C'est tout d'un coup, le gosse n'est pas le même. Alors, je parle aussi dans mon bouquin de son train de vie. Des fois, on voit l'enfant qui a plein tout d'un coup de petites voitures, de petites figurines, de petites machins. Il faut ouvrir l'œil. Mais avant même ça, souvent, une mère, elle se dit, et c'est valable pour le harcèlement aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Si on a, alors ça veut avoir une relation où on peut être en communication facile avec ses enfants, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un petit jardin secret. Ça ne veut pas dire qu'on doit les surveiller, qu'ils doivent tout vous dire de tout ce qui s'est passé. C'est pas possible. Et puis c'est pas comme ça que l'autonomie d'un enfant se fait. Mais d'arriver à lui faire voir qu'est-ce que nous paraît important, qu'est-ce qu'on les choses, il y a des petites choses, on n'insiste pas, puis il y a des choses, au contraire, ben, on l'aide à prendre conscience de la relativité, parce que pour lui, faire une bêtise, c'est faire une bêtise, et il n'a pas forcément une notion de la relativité d'une grosse bêtise ou d'une petite bêtise, si je peux m'exprimer en termes enfantins. Et que c'est dans ces situations-là qu'on va aider l'enfant à voilà, plus être à même de dire à ses parents, et en particulier à sa mère, c'est quand même, la mère c'est souvent la confidente des enfants, hein, il faut quand même parler clairement, c'est avec elle que c'est le plus facile, je pense, et lui dire, mais maman, tiens, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi le petit machin, il veut qu'on suce son zizi dans les toilettes. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, voilà. Là encore, on parle de situations ordinaires parce qu'il peut y avoir des situations, bien sûr, où la mère peut être tout à fait complice et perverse de transgresseurs. Mais c'est très exceptionnel.
Et Mais puis, on ce n'est parle, pas avec ses propres enfants. Moi, je n'ai pas entendu, moi, j'en que ça soit avec les propres enfants. si, moi, j'en ai eu des cas par rapport à Oui, c'est possible, hein, je veux dire, mais c'est très, très exceptionnel. ça, finalement d'une politique de sexualisation de l'enfant par l'OMS qui est internationale et qui rentre dans tous les pays et qui se veut promoteur d'une ce qu'ils appellent une pédagogie sexuelle pour les enfants. Donc, ça concerne toutes les familles ordinaires dans lesquelles ça fonctionne, je dirais, sur une base affective suffisante. Donc, c'est ça qui est important. J'ai reçu des questions la semaine dernière, voilà, si vous pouvez y répondre, qui me paraissent très importantes. Une première question, face à une mécanique perverse comme l'abus sexuel d'un enfant, quel est le recours de l'enfant? Est-ce que... Alors, ouais, il faut être clair. Plus l'enfant est jeune, moins il a de recours. Et plus on ne peut pas, nous les adultes, se défausser sur l'enfant. Oui, parce qu'il y a une L'idée, responsabilité sur l'enfant. Bah, il a eu son cours, après tout, il saura bien dire ce qui s'est passé. Non, c'est pas possible. non, 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 non. Il faut être vigilant et je vous ai donné quelques pistes, si on peut dire. Son train de vie, ses difficultés, son comportement. Alors, c'est pas un comportement. Alors, il y a les comportements, vous en avez parlé. Si tout d'un coup, il y a des comportements de masturbation compulsif et d'exploration même compulsif, avec des. On voit bien hein, ce qui est du registre de l'enfance, où je vous dis, ça concerne vraiment pipi caca, hein, voilà, découvrir le corps de l'autre, comment il est fait, etc. et tout. Mais il n'y a pas des gestes d'une sexualité adulte. Et je dis dans mon livre, et ça, les adultes, quand ils disent, quand ils parlent d'histoire de fesses ou d'histoire de cul, c'est en fait des histoires de sexe. Mais les enfants, les petits enfants, quand ils parlent d'histoires qui les font rigoler, etc., c'est des histoires scatologiques, c'est pipi, caca. Hein, voilà, je repensais l'autre jour à une chanson de gamin. Alors, je ne sais pas si je peux la dire ici, mais ça date les années, vous allez me dire. En 1950, j'ai renversé le pot de chambre, le pipi et le caca et le pipi, tout ça sur le tapis. La concierge m'engueule, je lui crache un bras. Voilà, voilà, ça, c'est ça qui. Alors, c'est voilà. Et quand c'est le caca boudin dans les écoles maternelles, c'est pas le sexe. Hein, c'est voilà, on est vraiment ce qu'il est. Si on veut les aider, d'ailleurs, c'est plutôt de les aider sans être effectivement entre guillemets castrateurs, etc., de les aider à acquérir cette fonction d'élimination de manière la plus tranquille possible et la plus voilà. C'est ça qui les aidera plus tard, mais pas d'emblée parler de la fonction sexuelle d'un organe qui pour eux n'est qu'un organe qui fait pipi ou qui fait caca. Hein, voilà. Bien Une sûr, zone. Voilà. bien sûr, bien sûr. Oui. Pour répondre encore à cette question, donc il y a bien, il faut bien comprendre que quand on était, vous avez peut-être connu ça, mais enfin ce qu'on fait encore, quand un enfant vous lui dites, je me souviens, tu ne pars pas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ça c'est assez facile parce que les gamins ils se disent oui si je pars avec quelqu'un que je ne connais pas, non ça va. Donc l'enfant il obéit. Tu ne manges pas les bonbons de quelqu'un que tu ne connais pas. Là, c'est déjà un peu plus difficile. Mais ça, il connaît, il sait ce que c'est l'attachement, justement. Hein, il sait très bien que quand il a été trop loin de ses parents, tout d'un coup, c'est la panique. Il sait très bien que bah, les bonbons, voilà, c'est très attirant, mais il sait ce que c'est un bonbon, c'est dans son registre, etc. Tandis qu'essayer de lui apprendre qu'il y a des gens qui veulent des adultes qui veulent de la sexualité avec lui, c'est plus difficile. Et on est confronté des fois avec des petits qui veulent plus les habiller devant le médecin parce que devant le pédiatre, parce qu'on leur a dit tu ne te déshabilles pas devant quelqu'un que tu ne connais pas. Alors si c'est le pédiatre habituel, mais si c'est un enfant qui ne vous a pas vu avant, il commence à être en difficulté. Vous voyez le souci. Donc il faut. Ce qui compte, ce n'est pas d'informer l'enfant sur, je dirais, le risque d'abus sexuel. À mon avis, c'est pas le plus. C'est d'avoir
une très bonne relation de confidentialité avec l'enfant, qui Et va avoir vous alerter sur les choses. surtout Voilà. avoir l'œil, c'est-à-dire que je crois qu'on peut dire oui, c'est à l'enfant de parler, mais il faut bien se dire que l'enfant, ça va être très compliqué de toute façon pour lui de parler, donc c'est quand même à l'adulte, aux adultes référents autour, d'avoir l'œil et d'être alerté, je dirais presque instinctivement, sur les moindres modifications de comportement, etc. Quel type de prévention peut-on faire néanmoins? Je pense qu'il y a pour moi, la prévention, c'est mettre un certain nombre d'interdits. C'est-à-dire quand l'enfant doit intérioriser les interdits, qu'on n'a pas le droit, effectivement, par exemple, de le voir nu, sauf dans certaines circonstances, etc., où le parent est d'accord, notamment médical ou de soins, qu'on n'a pas le droit de le toucher sur ses parties intimes, qu'également lui n'a pas le droit de voir d'autres enfants ou adultes nus, hein, et il n'a pas non plus le droit de toucher sur les parties intimes, ça c'est très important de dire, même si l'enfant est demandé pourquoi, mais parce que c'est intime, en fait. La notion d'intimité, elle viendra et elle sera intériorisée petit à petit, et que s'il sent quelque chose de bizarre, c'est très important qu'il puisse venir en parler tout de suite, et lui énumérer les adultes à qui il peut venir en parler. Et tout de suite, s'ils sentent quelque chose de bizarre, moi je dis, il faut dire à l'enfant d'essayer de sortir de la situation le plus vite possible. Alors lui donner en criant, en partant, en courant, voilà, qu'il puisse voilà, avoir un recours, mais surtout qu'il puisse sentir lui, parce qu'il va sentir s'il y a quelque chose de bizarre avec lequel il n'est pas à l'aise, et qu'il puisse venir en parler tout de suite. Voilà un petit peu, moi je trouve, et que aussi il n'a pas le droit de voir des images, très important. On n'a pas le droit de lui montrer des images, que les parties intimes, les fesses, c'est intime, on n'a pas le droit de lui montrer des images non plus là-dessus, et on n'a pas le droit de le prendre en photo à son insu, et sans l'accord de ses parents. Enfin, revenir aussi sur la prévention, la protection parentale en fait. Ouais. Alors, tout ça dépend de l'âge de l'enfant. Il faut avoir conscience que les pédophiles savent très bien le risque que si l'enfant parle aux parents, et donc qu'ils lui disent tu n'en parles pas à tes parents. Et il faut comprendre aussi que l'enfant, au bout d'un moment, c'est vraiment la technique, alors on va dire, mais pour le cas de l'hameçonnage et de la pêche. Je veux dire qu'une fois que l'enfant il a l'hameçon dans la gueule et qu'il est bien ferré, le pédophile le manipule comme il veut. Et qu'au début, c'est de l'appâtage, hein, c'est vraiment comme à la pêche. Hein, et que l'enfant, alors, bien sûr, l'histoire de se voir nu, mais vous savez aussi que, alors en particulier la nudité, tout ce qui est acte sexuel, la nudité des adultes, donc en particulier de plus grands qu'eux, mais vous savez aussi que les enfants de 3-4 ans, ce qu'ils essayent de faire, c'est de voir comment les petits garçons sont faits, comment les petites filles sont faites, et que ça fait partie Oui, mais de la découverte du corps des enfants. après que le transgresse à leur niveau par rapport à quelque chose qui est de l'ordre d'une curiosité, c'est autre chose, mais l'interdit, il est posé. Donc, c'est ça qui est important aussi. De même que l'adolescent, il va des interdits parentaux parce qu'il a besoin d'avancer et c'est important qu'il les transgresse aussi parfois. Mais peut-être, est-ce que vous auriez aussi des compléments intéressants justement pour avertir l'enfant des procédés de chantage et de manipulation et d'ailleurs qu'on retrouve dans le harcèlement aussi, hein, le racket à l'école, etc. C'est les mêmes procédés de chantage. Alors, j'en parle un tout petit peu, mais ça demanderait pas mal de développement. J'en parle un tout petit peu dans mon ouvrage, qui est qu'est-ce qui fait qu'effectivement que les enfants peuvent être pris dans ces pièges. C'est en particulier la suggestibilité, l'imitation et le mot ne vient pas à la bouche, excusez-moi, se jouer le personnage, hein, si je veux dire, les besoins d'identification. Pardon, voilà, ça y est. C'est ces trois éléments-là. Qu'est-ce que c'est la suggestibilité? Les enfants petits, ils sont très suggestibles. Quand ils voient quelque chose, la princesse des neiges, ça y est, je suis princesse des neiges. L'identification, c'est celle-là, hein, une fois que j'ai vu, et donc je vais imiter la princesse des neiges. Voilà, et donc les enfants, il faut les aider. Alors non pas uniquement sur le sujet du sexe, hein, des agressions sexuelles, mais il faut les aider, mais là aussi en fonction de leur développement, à prendre question. Ça va les aider aussi à ne pas se fourrer dans des trucs où ils vont à se faire entraîner dans des histoires abracadabrantes et très dangereuses. Hein. Quand on apprend aux enfants, attention, ouais, ok, celui-là, ton copain, il fait comme ci, il fait comme ça, mais attention, ça veut dire… Parce que les enfants,
ils sont prêts à, c'est normal, hein, je veux dire, ils sont prêts à s'engouffrer dans des trucs sans voir la conséquence ultérieure. Hein. Voilà, ils le voient une fois qu'elle arrive. Donc, l'intérêt, la façon de les aider, c'est de travailler sur ces éléments, mais en fonction de leur développement, hein, sur ce qu'est effectivement suggestibilité, imitation, identification. Je ne peux pas vous donner encore meilleur exemple que ce petit garçon qui avait vu je ne sais pas si c'était en réalité, on n'a jamais su si c'était en réalité ou sur une vidéo, parce que après, dans les familles, ce qui est toujours difficile, les enfants sont curieux. Quand ils voient que toute la famille et tout d'un coup, on les couche plus tôt, vous savez, va au dodo, etc. et tout, paf, c'est un peu inhabituel, il sent que tout le monde est excité comme pas possible dans la maison et qu'on passe un film porno sur la télé, bah, le gamin peut aussi voir le film à la télé. Alors après, les parents vous disent, ah ben non, j'ai rien, non, peut-être qu'il s'est... Là encore, la faute revient au gamin qui s'est réveillé et qui est allé voir le truc. Voilà, est-ce que il a réellement vu une fellation? Finalement, on n'arrive pas à savoir. Et avant de retirer le gamin à une famille, etc., et tout, totalement, bah, là aussi, il faut peser le pour, le contre. C'est compliqué, hein, ces situations-là. Donc, du coup, je perds un peu le fil de ma pensée, excusez-moi, mais c'est vraiment la compréhension, oui, donc le travail de la suggestibilité, de lui faire comprendre que ça, c'est difficile. Ce petit garçon, eh ben, il avait vu et il essayait. Les autres, ils étaient séduits par, du coup, lui, il avait quelque chose à montrer. Donc, c'était le roi de la classe. Et les autres étaient très suggestibles. Hein. C'était des enfants de 4 ans et ils avaient envie d'imiter, etc. Et tout. Hein. Voilà. C'est quand même un, pour être clair, c'en est un qui en a parlé à ses parents. Oui. Un de la classe qui a parlé à sa mère. Sinon, c'était dans les toilettes, ça aurait pu continuer dans les toilettes de l'école. Hein, voilà. Que peut-on faire peut-être encore deux questions pour finir. La première, c'est celle-ci. Que peut-on faire pour protéger les enfants finalement de cette éducation sexuelle qui leur est imposée à l'école, sur laquelle les parents n'ont pas la main, qui n'est pas faite par les enseignants, mais par des animateurs, des associations qui viennent de l'extérieur et qui ne connaissent pas le développement psychique de l'enfant, n'ont pas non plus une empathie, je pense, très claire, puisqu'il s'agit de transmettre un certain nombre de notions complexes d'ailleurs, inadaptées à l'âge de l'enfant, sachant que les enfants vont vivre ou vivent déjà ces éducations sexuelles sauvages. Comment peut-on introduire, j'ai envie de dire, des anticorps finalement à l'enfant pour qu'il puisse aussi prendre de la distance et du recul par rapport à ce qui peut être traumatique pour lui dans ses enseignements? Alors, il faut déjà savoir que les enfants, ils ont très souvent des mécanismes de défense, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont une relative immunité qui est liée à leur enfance. C'est-à-dire que comme ils ne comprennent pas ce que c'est, etc., et tout, ça dépend des gosses, hein, évidemment, ils vont en prendre seulement une partie. Et qu'il faut en fait l'antidote, si je peux dire, c'est ce qui se passe à la maison. C'est-à-dire que montrer, montrer les liens affectifs entre les parents, hein, montrer, voilà, et reprendre ça d'ailleurs éventuellement, mais on n'est pas obligé d'aller à contrario on n'est pas obligé d'aller à contrario de ce qu'on leur apprend à l'école, enfin, etc. Et tout. Je veux dire, on ne peut pas leur dire non, c'est pas vrai, ils poussent dans des choux, etc. Une fois que bon, c'est un peu embêtant, quoi. Alors, on peut leur raconter quand même les histoires où ça pousse dans des choux, etc. Mais sans leur dire, sans dire ça, c'est pas ça, ça, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut quand même leur raconter des histoires où s'il y a de la cigogne qui apporte des bébés, etc. et tout, et voilà, et discuter un peu de ça avec eux. Et puis, ce qu'il faut beaucoup, c'est leur montrer le côté affectif, amoureux, etc., de ce qui s'est passé à la maison. C'est vraiment pour les enfants
ce qui est très important pour les enfants, c'est qu'ils soient nés de l'amour, hein, si je peux dire. C'est bien le problème des enfants dont les parents sont séparés. Hein. Pour eux, ce qui est difficile, c'est que c'est pas que les parents ne fassent plus l'amour, c'est que les parents ne s'aiment plus, si je peux dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y ait plus de relation affective entre les parents. Et quand en plus ils se font la guerre, alors c'est vraiment très difficile pour eux, quoi. Et que c'est ça qui, à mon avis, l'antidote. C'est pas d'aller, voilà. Mais il faut établir l'antidote. Ça, par contre, je le pense. C'est-à-dire que si on laisse les enfants tout seuls avec ça, bah eux, ils ont que ça et voilà, ils sont très en difficulté avec ça. Et donc, l'antidote, c'est leur montrer toutes les relations affectives dans la famille, etc. Quand je dis leur montrer, c'est tout. Hein, je veux dire, il ne faut pas en faire une scène d'une comédie et un théâtre. Hein, faut pas... Les enfants, ils sentent très bien ce qui est factice et ce qui ne l'est pas. Oui, donc on voit bien aussi, c'est un petit commentaire à ma dernière question, mais on voit bien aussi que finalement, si l'antidote c'est la famille, bah, si ça se passe bien si ça se passe pas bien dans la famille, ça va être doublement effractif en fait. Ce qui se passe, alors évidemment, il y a des degrés, hein, il y a des différents types d'interventions, etc. Mais quand même, nous, on parle de la politique d'intervention et préconisée par l'OMS et des ouvrages qui l'accompagnent. Et donc, moi, j'ai lu dans plusieurs textes également qu'il est recommandé aux enfants de ne pas en parler à leurs parents. Un rapport de la Haute Autorité de Santé, hein, parce que ces parents, ils sont ringards, ils ne comprennent rien. Donc, effectivement, ils vont avoir leur avec des évocations sexuelles, on va dire, crues à l'école. Donc, je pense qu'il y a aussi une prévention à faire, certainement, en avertissant que peut-être ils peuvent avoir des enseignements qui ne vont pas forcément être très adaptés pour eux et qu'ils doivent pouvoir en parler en famille. Je trouve ça toujours très important. Je ne vous entends pas très bien à nouveau. Je trouve ça toujours très important de poser des jalons en avertissant que ça peut éventuellement se passer, sans rentrer dans trop de détails, mais que l'enfant puisse faire une relation dans ses têtes. Ah, ça, c'est ce que m'a dit papa ou maman. Je vais aller en parler. Parce que qu'il ne reste pas seul, finalement, à se dire, mais finalement, à l'école, on transmet ceci ou cela en groupe, ou à l'école, ou d'ailleurs dans les structures socialisantes de l'enfance, hein, puisque c'est aujourd'hui le projet. Et qui puissent aller mettre en relation le fait que cet enseignement est inadapté. Et que s'il se sent mal, ce n'est pas anormal, justement. Parce que, voilà, on a quand même des choses... Oui. Ça, c'est très important. Très violentes, voilà. Et ma dernière question, enfin, peut-être vous avez plein de choses à rajouter, bien sûr, et je laisserai les dire, on ne fera pas le tour du sujet aujourd'hui, mais c'est... pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette innocence des enfants et pourquoi elle est importante? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette? Pardon, je n'ai pas entendu. Innocence des enfants et pourquoi elle est importante? Elle est importante parce que on ne revient pas en arrière. Si on ne revient pas en arrière, l'être humain a des capacités d'adaptation extraordinaires. On est bien d'accord. Mais on ne peut pas, une enfance qui a été perturbée par des éléments de ce type, elle reste une enfance qui a été perturbée. Il y en a qui ont des capacités de résilience, beaucoup, qui vont réussir à reconstruire une vie, mais ils n'auront pas les souvenirs de l'enfance comme s'il ne s'était pas passé quelque chose. Voilà. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quand une phase du développement s'est passée de manière en plénitude, si je peux dire, de manière harmonieuse, qu'on peut passer à la phase du développement suivant. Et donc, quand on est à la phase de la pensée magique, c'est pas en vous mettant une bonne dose de rationalité qu'on va passer plus vite. Alors, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il faut aller plus vite. Si, c'est la mode de notre société. Il faut aller plus vite, il faut aller avant, il faut aller... Bon. Est-ce qu'on court plus vite le marathon quand on a commencé à marcher à 12 mois plutôt qu'à 13? Je n'en sais rien du tout. Vous voyez, ça. Mais en tout cas, ça, par contre, ce que je sais, c'est que quand une phase de développement s'est réalisée dans la plénitude, l'enfant il va passer à un moment de son développement,
à la phase suivante en bénéficiant totalement de la phase suivante et en gardant en sous-bassement, en sous-jacent, et c'est valable pour la sexualité. Si vous avez eu une sensorialité qui est pleine et affective, on vous a fait des câlins, oui, mais pas pour vous toucher le zizi, etc. et tout, vous pourrez après faire des câlins amoureux, voilà. Mais c'est pas parce qu'on vous a fait des attouchements pendant et qu'on vous a montré comment à 4, 5 ans ou 6 ans comment on met le pénis du monsieur dans le vagin de la dame que vous aurez un câlin amoureux plus bénéfique quand vous aurez 20 ans, quoi. Voilà, c'est ça, je veux dire, qui est vraiment, pour moi, important, cette innocence. Alors, l'innocence, c'est dire, en particulier, alors, très clairement, ils sont innocents du désir des adultes. Hein, là, c'est le premier niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que les enfants séduisent les adultes. Ça, c'est totalement faux. Voilà. À moins qu'ils aient déjà été traumatisés et agressés avant. Parce qu'on voit ça des fois. Hein. C'est des gamines, des gamins, alors en particulier des gamines, qui ont été agressés, qui ont été masturbés, etc., et qui, du coup, ont des masturbations compulsives qui sont comprises comme des invites sexuels, etc. Mais c'est dans ce sens-là que ça se passe, hein, ce n'est pas dans l'autre sens. C'est très important à préciser tout ça. Bon, est-ce que vous voyez… C'est ça. Donc ça, c'est le premier niveau. Et l'innocence, ne volez pas leur enfance. Voilà, si je peux résumer. Parce qu'il n'y a pas que dans ce domaine-là. Hein. On a de plus en plus, on voit la vie des adultes faire intrusion dans la vie des enfants. Oui, ben, en particulier en ce moment. Hein. Pas rentrer dans le chapitre, Ouais. mais c'est quand même particulièrement violent ce qui se passe. C'est un vaste chapitre. Ouais. Est-ce que vous voyez des choses importantes à rajouter? Et encore une fois, merci. Écoutez, non, vous remerciez beaucoup. Puis voilà. Alors, une dernière chose quand même, c'est que vous l'avez dit et redit, mais il y a une omerta là-dessus. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que pour être clair, je me suis adressé à tous les registres, je veux dire, tous les registres d'édition, hein, je veux dire. Alors, en particulier, tous les éditeurs spécialisés dans le développement, la psychologie de l'enfant, ça, ils m'ont tous envoyé balader. Hein. Voilà. Ça m'était déjà arrivé, pour être clair, avec les aspects sensoriels de l'autisme. C'est l'association de parents Autisme France Diffusion qui a publié notre ouvrage avec Daniel Cocal, parce que les éditeurs spécialisés avaient tous, on avait tous ferme porte close, etc. Et que même maintenant, j'ai du mal et nous avons du mal à faire connaître parce qu'il y a une omerta même auprès des professionnels de l'enfance. Les gens sont très mal à l'aise avec ça, y compris les professionnels. Je parle en particulier des pédiatres et des pédopsychiatres qui a besoin, je fais connaissance de mon travail, ils me disent, certains me répondent, certains non. Quand ils me répondent, c'est merci, j'avais des relations dans le milieu de la pédiatrie et de la pédopsychiatrie en France. Mon patron, on dit mon patron, c'est comme ça, c'était un très bon pédiatre, très humain, etc., m'a félicité, etc. Il est d'un certain âge, il a fait une noture dans une revue de pédiatrie, mais c'est un des seuls qui m'a vraiment répondu en disant oui, Gis, je vous soutiens, c'est ça les enfants et c'est pas autre chose. Mais la plupart ne me répondent pas ou c'est une réponse qu'ils ne transmettent pas, qu'ils ne fassent pas, ils ne feront pas de lecture. Et, pour être très clair, j'ai proposé ce thème comme une formation pour les pédiatres déjà installés. J'ai fait beaucoup de formations pour les pédiatres sur l'autisme. Mais on va faire un registre, on va faire un sur le développement en termes professionnels, j'aurais appelé ça une conception développementale de la sexualité humaine. C'est ça mon travail, en fait, en termes spécifiques. Eh bien, on m'a refusé, on m'a dit non, ce n'est pas dans les directives officielles. Oui, voilà, donc ce que je veux rajouter, donc parents, n'ayez pas peur, si les parents et professionnels de l'enfance qui voyaient le problème, n'ayez pas peur, sachez qu'il y a actuellement beaucoup de difficultés à faire entendre la voix des enfants, hein, tout simplement. La voix des enfants. Voilà. Merci beaucoup, Ariane. Tout à fait, la voix des enfants, parce que ce n'est pas, bien pour préciser, pour finir, ce n'est pas
prohibition sur la mention de sexualité. On pourrait concevoir que les professionnels éventuellement soient mal à l'aise avec cette notion, mais c'est une prohibition sur la question de l'innocence des enfants et la protection des enfants. Et c'est à ça que nous sommes confrontés. C'est une sorte d'interdit. Et alors encore plus, il s'agit évidemment de critiquer les textes de la Sainte OMS, hein, dont on a vu les discours contradictoires cette année. Voilà. Bon, merci encore une fois. Je rappelle votre livre « Préserver l'innocence des enfants » aux éditions du Bien commun. Achetez-le, faites-le connaître parce que, encore une fois, un auteur courageux et très clinicien, et c'est ce dont nous avions absolument besoin, et un éditeur très courageux également. Donc, il faut les soutenir parce qu'il n'y aura pas d'autres promotions, comme vous le savez. Je ne pense pas que vous passerez à BFM TV, hein, pas sûr. Voilà. Merci. Bonne journée en Colombie. Merci. Au revoir. Quel est le décalage horaire ?